Et ces entreprises donc, ont suivi un parcours de 8 mois qui s'est terminé donc, en juillet 2022 et ont travaillé chacune sur une feuille de route de redirection écologique de leur business model. Mais le mieux ensuite, c'est que je laisse la parole aux deux intervenants qui vont vous expliquer ce qui en a émergé. En tout cas, ce qui a émergé aussi, c'est le fait de continuer en fait cette initiative et de la décliner en région. Donc un petit peu partout en France est en train de naître des CEC régionales. Et donc nous, on est donc, comme je disais, co-organisateurs avec les alumni là, et les organisations nationaux aussi, de celle donc pour l'Ouest qui couvre les 9 départements des régions Bretagne et Pays de la Loire. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, l'objectif, c'est d'embarquer 60 organisations du territoire, 50 entreprises et 10 autres organisations partenaires comme l'ADEME, comme Pôle emploi, comme des écoles, des universités, mais aussi on a des organisations comme le CJD, le MEDEF, la CCI qui souhaitent aussi participer à cette initiative et c'est une bonne nouvelle puisque d'abord parce qu'elle fédère beaucoup d'entreprises, mais aussi parce qu'un des objectifs de ces CEC régionales, c'est aussi de travailler sur des projets transversaux en lien avec des problématiques particulières du territoire. Par exemple, on a sur le territoire des problématiques liées à l'eau, liées à l'agriculture, liées au tourisme, par exemple. Et donc, au-delà, on va dire, des feuilles de route individuelles des entreprises, les entreprises participantes travailleront également sur des sujets plus transversaux, plus globaux, parce que, in fine, un des leviers en fait de la réussite de la transition écologique, c'est de raisonner en écosystème. On va plus pouvoir travailler seul, en silo, dans son coin. On va devoir, on va dire, davantage partager, travailler en collaboration avec ceux qui nous entourent et le territoire. Alors, pour chaque structure qui va participer, les entreprises viennent en général à deux avec le dirigeant. C'est vraiment un parcours qui embarque le dirigeant, le PDG, le DG ou fondateur, peu importe, de l'entreprise, avec ce que les organisateurs ont baptisé un Planet Champion, qui peut être, alors ça dépend un peu des structures d'entreprise, ça peut être le directeur du développement durable et de la RSE s'il y en a un, ou ça peut être un autre profil. En tout cas, c'est une personne qui va ensuite contribuer à déployer largement, on va dire, le projet à l'intérieur de l'entreprise et d'embarquer, on va dire, les équipes. Alors, avec une nuance aussi, enfin une proposition dans ces CEC régionales, c'est d'embarquer plus largement. C'est-à-dire pas seulement 2 personnes, mais de proposer aussi à 3 dirigeants supplémentaires de participer également au parcours. Alors, l'objectif ultime, on va dire, la mission, c'est de monter un certain nombre de marches et d'aboutir, on va dire, à travailler sur des feuilles de route qui amènent l'entreprise vers le cap de l'entreprise régénérative. Alors, vous voyez, il y a une sorte de petit escalier qui monte un peu les étapes. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont encore dans l'étape 1, c'est-à-dire le business as usual, c'est-à-dire qu'elles ont probablement conscience, on va dire, des enjeux écologiques et certaines ont peut-être même déjà mis en place un certain nombre d'actions, mais qui ne sont pas, on va dire, à la hauteur de l'urgence et des marches à franchir pour pouvoir vraiment se transformer à la hauteur des enjeux. Et malgré les politiques RSE de certaines entreprises, parfois ces politiques restent un peu à la marge en fait du cœur business. Et l'enjeu et le projet en fait de la CEC, c'est d'amener à réfléchir vers un tout autre modèle qui est une redirection, on va dire, hein, de la stratégie et du modèle économique vers l'entreprise régénérative. Qu'est-ce que ça veut dire, régénératif? Ça veut dire qu'on s'engage vers la décarbonation de son activité, donc une baisse très significative des émissions carbone. Ça veut dire qu'on raisonne en intégrant les limites planétaires, notamment la question des ressources qui ne sont pas infinies, et aussi qu'on réintègre l'enjeu du vivant au cœur en fait du système de l'entreprise, et voire même qu'on réfléchit à la manière de réparer ou de restaurer le vivant donc
donc, de notre planète. Donc, c'est vraiment une transformation vraiment profonde. Et encore une fois, je vais laisser à Emmanuel et Olivier le soin d'expliquer en fait en quoi ça consiste pour leur entreprise et d'en témoigner. Donc, in fine, les livrables à la fin du parcours, c'est des feuilles de route. Donc, chaque entreprise ou chaque structure participante construira sa feuille de route vers ce modèle régénératif qui intègre donc les limites planétaires dans son modèle d'affaires. Et c'est aussi, comme je le disais, des projets coopératifs de résilience territoriale co-construits ensemble et livrés, on va dire, aussi au bien commun, on va dire, du territoire. Concrètement, comment ça se passe? Donc, une soixantaine d'entreprises, je l'ai dit, c'est 6 sessions, 6 dates, 8 jours pleins et aussi du travail, on va dire, intercession collectif. Donc, ça démarre donc début décembre 2022. Et ensuite, la première session qui dure 2 jours, la deuxième aussi durera 2 jours. La première aura lieu donc mi-janvier, ensuite l'autre en mars, et l'ensemble, on va dire, du parcours donc se terminera mi-septembre 2023. Ce que les participants vont vivre, donc il y a une phase un petit peu d'embarquement. Alors, avant, et je vais en parler après, c'est un système de candidature, je vais en parler un petit peu après. Il va y avoir, dès que les entreprises seront sélectionnées, en fait, elles vont pouvoir avoir accès à un certain nombre de ressources documentaires, d'opportunités, de déjà commencer à s'acculturer sur le sujet. Il y a évidemment les sessions qui sont des temps extrêmement forts, mais là aussi, je laisse à Emmanuel, notamment le fait d'expliquer ce qui s'y passe. Et puis, il y a du travail aussi intercession avec des webinaires, des temps de co-développement, et tout ça accompagné avec des experts, et aussi du temps aussi pour diffuser et faire participer l'entreprise. Et puis, il y a un temps aussi après pour continuer, on va dire, d'acter, on va dire, et de réussir la transformation de l'entreprise. Tout ça donc accompagné avec des experts du climat, de la biodiversité, des modèles économiques et des coachs et facilitateurs pour animer les groupes pendant les sessions. Donc, comme je disais, le principe, en fait, si vous êtes intéressé, c'est de candidater. Donc, on pourra vous faire passer le lien via le pôle EMC2, donc de déposer une candidature. Et ensuite, en général, on organise donc un entretien à 2 pour valider un peu les conditions, les motivations de la candidature de l'entreprise. Alors, il y a des critères qui sont des critères très objectifs. L'idée, c'est quand même d'être assez représentatif des tailles d'entreprise, des secteurs d'activité présents sur le territoire, et aussi des critères un petit peu plus subjectifs sur, évidemment, la motivation à vraiment faire ce chemin vers la redirection écologique de l'entreprise, sur aussi la capacité à jouer collectif, à partager, à donner, à recevoir, mais aussi à donner. Donc, c'est ce qu'on essaie aussi d'évaluer dans ces entretiens. Donc, on vous fera passer le lien. Sur le plan financier, la CEC est une association d'intérêt général, et donc il n'y a pas de tarif en fait à la participation, mais il y a quand même un coût de revient, forcément, puisque du coup, il y a des locations de salles, il y a de l'hébergement, il y a aussi de la restauration, il y a aussi des intervenants qui sont rémunérés, bien sûr. Donc, le coût de revient par entreprise est estimé à 15 000 € pour 2 participants, et la cotisation à l'association est de 2 000 € par an. Mais comme il s'agit d'une association d'intérêt général, il y a la possibilité pour les entreprises donc de bénéficier d'une déduction à hauteur de 60% donc sur l'impôt sur les sociétés. Donc le principe est celui du don, en espérant que les entreprises les plus importantes donnent un peu plus, et celles qui peuvent un peu moins donnent un petit peu moins. En tout cas, l'idée, l'ordre de grandeur est là pour donner une idée un petit peu du montant de la participation. Donc nous sommes en cours aujourd'hui de réception des candidatures et en cours de sélection. Donc, il va y avoir 2 vagues d'annonces des candidats sélectionnés. La première, donc, à la mi-octobre, donc dans une bonne quinzaine de jours, et la deuxième vague, donc, mi-novembre.
Et c'est la raison pour laquelle là, le pôle EMC2 a proposé de faire ce webinaire maintenant pour faire connaître en fait cette initiative et donc vous inviter à candidater si cela vous intéresse. Voilà pour ma part. Pour le reste, je pense que je vais laisser la parole à Emmanuel ou Olivier. Et puis, on pourra tout à l'heure répondre à vos questions. Merci Caroline pour cette présentation. Donc effectivement, maintenant nous allons entendre le témoignage de nos deux industriels, donc Olivier Croix, cofondateur de la marque Control, et Emmanuel Morisot, directeur de l'innovation au sein du groupe Brillant. Dans un premier temps, nous allons écouter Olivier Croix qui n'a pas pu être avec nous, donc c'est un enregistrement qu'il a réalisé, donc nous allons le diffuser. Et après, nous entendrons Emmanuel Morisot. C'est parti. Olivier Croix, j'ai tenté un exercice compliqué parce que malheureusement je ne peux pas être avec vous aujourd'hui. Je suis vraiment désolé et je vais tenter mon exercice de vous faire un résumé de mes derniers mois d'existence et de réflexion professionnelle au sein d'une vidéo. Alors voilà, je suis Olivier Croix, comme je vous le disais. J'ai cofondé il y a un an des poêles à granulés fabriqués en France et je dirige une franchise d'installation et de pose de matériel de chauffage, donc bois et granulés, qui s'appelle Ambiance Flamme. J'ai un passé industriel, puisqu'avant cela, j'ai dirigé pendant 20 ans une société de fabrication mécanique basée en Vendée, mais avec une forte implantation internationale. Et puis, les questions de l'impact de l'activité, les questions environnementales sont venues me percuter il y a environ 4-5 ans, où j'ai commencé à vraiment prendre le sujet très à cœur. J'ai commencé à prendre conscience de la responsabilité que j'avais vis-à-vis de mes enfants et des générations à venir. Et donc, j'ai commencé à m'engager. J'ai cofondé Mission Change avec des amis entrepreneurs de la région nantaise, avec l'objectif de proposer aux chefs d'entreprise plutôt PME, TPE, plutôt industriels, de la région, donc Pays de la Loire, à travailler ensemble, donc faire partir de l'intelligence collective des solutions pour engager des plans d'action qui étaient au sein de Mission Change très focalisés carbone, émissions de carbone. Et quand j'ai vu débarquer la Convention des entreprises pour le climat, cette initiative m'a beaucoup plu. J'ai eu la chance d'être retenu. Et ce qui m'a beaucoup plu sur l'accroche, c'est que ça me semblait aller encore un cran plus loin que Mission Change. Donc, bien sûr, sur un engagement bien plus fort, avec beaucoup plus de temps à passer. Mais ça me semblait être une deuxième étape assez évidente, puisqu'on allait aborder d'autres sujets que le carbone. Et il y a aussi une promesse de toucher aux modèles économiques de façon assez profonde. Alors, je vais vous parler de ce qui m'a percuté. Je pense que, comme le disait un des participants de la CEC, il y a un avant et un après. Donc, il y a des choses qui m'ont percuté pendant ce parcours. Donc, ça fait plus d'un an. Ça a commencé en septembre de l'année dernière. Et donc, ce qui m'a percuté, c'est tout d'abord ce qu'on est plusieurs à appeler la claque climatique. C'est cette première session où on a eu des témoignages de prise de conscience. Je pensais être plutôt conscient du phénomène. J'ai réalisé que ma conscience était cependant limitée et imparfaite. J'ai eu ensuite une claque sur les autres aspects, en particulier sur la biodiversité,
J'ai pris conscience que là, par contre, j'avais des vraies lacunes et que je devais approfondir mes connaissances. Et puis après, j'ai vraiment adoré l'exercice sur les modèles économiques. Donc je pense que Emmanuel va ou vous a parlé de Christophe Samples, qui nous a fait faire un exercice que j'ai trouvé passionnant. Alors, je le résume de cette façon-là, mais c'est pas tout à fait ça. C'est comme ça que moi je l'ai retenu. Vous prenez une boîte. Cette boîte, c'est la fonction de votre entreprise aujourd'hui. Il y a des choses qui entrent et il y a une chose qui sort ou des choses qui sortent, des produits, des services. Et puis, dans ce qui entre, il peut y avoir des matières que vous achetez à vos fournisseurs. Donc, c'est aussi des boîtes avec d'autres choses qui entrent, ainsi de suite. Donc, vous faites un schéma assez rapide de tout ce qui se passe en termes de flux dans votre entreprise et dans ces différentes fonctions. On a travaillé là-dessus. Ensuite, on est revenu. Il a dit, bon, bah, maintenant, dans ce qui entre, j'imagine qu'il y a de la matière et de l'énergie. Bingo, forcément de la matière et de l'énergie. Donc, je vous propose de diviser ça par 10. Et qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que vous faites de votre nouvelle activité si vous divisez les flux de matière et d'énergie entrant, donc également ceux qui entrent chez vos fournisseurs, si vous divisez tout ça par 10? Hein, on est loin du plan de sobriété de moins 10% que nous propose le gouvernement aujourd'hui, donc on est à moins 90%. Donc très intéressant, parce que du coup, on se met forcément, vu que la contrainte est très très forte, on se met forcément dans un état de très forte créativité. On travaille et on revient et dit bah non, c'est toujours pas assez parce que je suis sûr que vous n'avez pas pensé à la régénération des écosystèmes. Ah, la régénération, là j'avoue que j'ai commencé à me dire que j'étais tombé dans une secte un peu bizarre et que j'allais avoir du mal à coller tous les morceaux. Donc en effet, on nous a détaillé tout ce qu'on entendait par régénération, régénération des écosystèmes, qui peuvent être des écosystèmes vivants, on appelle à tort d'ailleurs notre environnement, la nature qui nous environne, et également les écosystèmes sociaux. Voilà, le tissu local. Comment on fait pour que notre modèle économique de demain, qu'on a déjà beaucoup transformé, puisqu'on a divisé les flux par 10, on fait pour qu'en plus, on contribue à une régénération du vivant, de nos écosystèmes. Et donc tout ça s'est fait par intelligence collective. On va peut-être vous raconter les camps de base qu'on a, donc on se retrouve en plus petits groupes, on travaille ensemble avec beaucoup d'intelligence collective, beaucoup d'entraide, beaucoup de co-construction, de challenge entre pairs, de soutien. Il s'est passé une espèce de chose assez fantastique dans ces groupes où on a ressenti une énergie, une solidarité, une belle cohésion assez magique qui nous a fait pousser les curseurs au maximum. Et en partageant, parce que en fait, cette question sur les modèles économiques sont arrivées assez tôt dans le parcours, on a suivi ce travail et on l'a affiné session après session. Donc, on a eu le temps de mûrir, d'extrêmement challenger nos modèles, de retravailler, de remettre toutes les affaires de tout recasser, de tout reconstruire plusieurs fois. Et cette idée de régénération qui était au départ relativement abstraite est devenue très concrète. Et aujourd'hui, comme je lis ma feuille de route, qui est pourtant assez ambitieuse, elle me semble évidente en fait. Elle me semble évidente et c'est une autre leçon que je tire de cette CEC, c'est que ce parcours m'a aidé à gagner en maturité sur le sujet. Et gagner en maturité, non seulement en termes très professionnels, sur ma feuille de route, sur les plans d'action que je dois mettre en œuvre, sur la clarté des priorités qui s'imposent, mais également une maturité très claire sur les débats en société, comment je fais pour parler de ce sujet-là en société, en famille, mais aussi avec d'autres amis, d'autres pairs. Je n'ai déjà plus peur de parler du sujet. Je crois savoir en parler
sans imposer. Je crois arriver à bien comprendre le chemin que j'ai fait et donc le chemin que les autres ont, selon les origines, selon leur parcours, selon ce qu'ils ont déjà fait, donc le chemin qu'ils ont encore à faire. Donc j'arrive à, il me semble, assez humblement parler du sujet, à poser mes actes sans les imposer aux autres. Et puis également un fabuleux ancrage dans ma volonté de faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'ai l'impression que nous avons compris beaucoup de choses, que nous avons intégré beaucoup de choses, que nous avons digéré beaucoup de données. Et toute cette digestion fait que j'ai compris que je ne ferais plus machine arrière. J'ai compris que ce plan d'action, il va peut-être dévier sur certains aspects et s'améliorer, s'affiner, passer par un chemin de traverse à côté, mais rien ne va m'arrêter. J'ai ancré une certaine volonté de faire qui est indestructible, tellement je suis conscient du ou des sujets. J'ai aussi conscience de toute la complexité de ces sujets. Il y a un élément fort qui nous a été proposé comme exercice pendant la CEC, début, session 1. C'est une lettre au futur. C'est une lettre que nous décidions d'écrire à l'attention d'une personne de notre choix, une personne qui nous est chère, plutôt, et puis lui écrire une lettre que cette personne devait ouvrir dans 10 ans. C'était 10 ou 20 ans, mais il me semble que c'était 10 ans. Une lettre de promesse. J'ai écrit cette lettre à ma fille, ma dernière, très sensible à ces sujets, et j'y ai délivré beaucoup de sincérité, beaucoup d'humilité, mais cette promesse que je lui ai faite est gravée en moi. Et c'est un des éléments qu'on a eu la chance de faire dans cette session qui me fait dire que vous avez vraiment aujourd'hui, vous, entrepreneurs de Pays de la Loire et de Bretagne, une immense opportunité à saisir, à rejoindre le mouvement. Les intervenants sont de très, très haute qualité et les exercices qu'on va vous proposer sont fantastiques. Donc, embarquez-vous, venez avec nous. J'aurai plaisir à vous croiser dans les couloirs parce que je ne pourrais pas m'empêcher d'aller traîner dans les coulisses. Et je vous souhaite une aventure aussi belle que celle qu'il m'a été donnée de vivre. À très bientôt. Donc voilà, donc nous venons d'écouter Olivier Croix qui malheureusement ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, mais si vous avez des questions sur sa feuille de route, notamment des questions plus techniques sur le développement économique qui font par rapport à ce parcours, on pourra vous donner son contact mail. Voilà. Donc maintenant nous allons écouter Emmanuel Morisot du groupe Brillant. Donc Emmanuel, je vous laisse. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, je suis Emmanuel Morisot, je suis en charge de l'innovation pour le groupe Brillant, un groupe de construction industrielle, une UTI, basé en Vendée et qui rayonne sur le territoire, avec 2500 collaborateurs. Et j'ai eu le bonheur de participer, comme Olivier, à cette première expérience de la CEC. Vous voyez que ceux qui y participent ont tellement été transformés qu'ils n'ont qu'une seule envie, c'est de continuer l'aventure et de la proposer au plus grand nombre. Je pense que c'est déjà assez révélateur de la satisfaction en général de cette expérience. Et donc, je voudrais un petit peu vous la développer sous 3 échelles. L'échelle individuelle, l'échelle du collectif au sein de la CEC et l'échelle de l'entreprise à laquelle j'appartiens qui finalement reçoit un message légèrement déphasé, parce que il faut restituer ensuite tout ce que l'on vit, tout ce que l'on découvre
auprès de nos COMEX, auprès de nos collaborateurs pour les embarquer dans l'aventure. D'abord, à l'échelle individuelle, je crois que le témoignage d'Olivier est assez illustratif. Vous voyez bien qu'il y a une transformation intérieure forte. Finalement, on est tous individuellement citoyens, pères, mères de famille, et on a ce questionnement évident sur l'avenir de nos sociétés, avec une conscience plus ou moins avertie du sujet. Et quand on est dans un monde industriel, comme sans doute chacun d'entre vous ici, on se rend bien compte que nos activités ont des difficultés dans les années qui viennent à être soutenables dans un environnement de plus en plus contraint. On le perçoit, on le pressent, on a du mal à comprendre où sont les mécanismes en jeu. Et donc, derrière ce flou, cette difficulté de compréhension, bah, effectivement, la CEC, c'est l'opportunité, enfin, d'y voir clair. Enfin, d'être en contact avec des spécialistes, des experts, qui vont finalement vous poser le cadre d'un problème systémique. Et ce n'est pas que le carbone qui est le sujet, loin s'en faut. Bien d'autres sujets de ressources régénérables, de ressources non renouvelables, d'énergie, de pollution sont également en jeu, et de biodiversité sont également en jeu derrière finalement notre capacité à rendre soutenables nos activités. Alors ça, ou bien on fait une école de management de l'environnement pendant 2 ans pour prendre conscience, ou bien on a un accélérateur qui s'appelle la CEC et qui, en l'espace de 2 sessions, vous met face aux meilleurs experts de ces sujets pour vous faire prendre conscience de cette difficulté et de cette systémie générale du problème. C'est offert par la CEC, je dirais, avec des intervenants de très haute pointure qui, de façon très synthétique, vous délivrent les messages principaux. Et généralement, on n'a pas beaucoup de difficultés, je dirais, à un moment donné, à voir le cadre se dessiner. Donc, il y a déjà un phénomène assez rassurant, c'est que finalement, on comprend mieux où on va, on perçoit mieux les enjeux, et finalement, on perçoit mieux le niveau de curseur qu'il va falloir, le niveau de braquet qu'il va falloir entreprendre si on veut véritablement être soutenable. Et c'est là qu'intervient cette logique un peu folle de redirection écologique des modèles d'affaires. Quand on vient de l'industrie, qui comme nous, dans celle du bâtiment, est un impacteur fort du système, on peut se demander si vraiment on peut muter, parce qu'on est tellement embarqué dans une dynamique extractiviste, polluante, que l'inverse paraît inatteignable ou utopique. Et pourtant, et alors c'est là qu'effectivement s'opère un peu la magie de la CEC, c'est qu'on fait travailler le modèle d'affaires. En fait, finalement, moi, quand je suis venu sur la CEC, c'était de dire on va améliorer un petit peu les curseurs RSE, on va pousser ça un peu plus fort, un peu plus lourd, enfin un peu plus de biodiversité sur le site industriel, enfin un peu plus ou un peu moins de ceci, un peu moins de cela, donc on fera mieux. Mais en fait, on nous demande de faire bien. On nous demande de faire bien pour la planète, pas de faire mieux pour l'entreprise. Parce que finalement, on considère que si on fait bien pour la planète, on est soutenable. Si on fait mieux pour l'entreprise, il n'est pas forcément garanti que dans 10 ans, on n'ait pas des retours de bâton, sociétaux ou environnementaux, épuisement des ressources, incapacité à proposer une offre non recevable sur le marché, qui fasse que nos activités soient radicalement transformées. Donc, cette idée de modèle économique, et bien là aussi, elle nous est offerte de la regarder sous différents aspects. Olivier vous a présenté un petit peu la mécanique telle qu'il l'avait perçue. Je l'ai perçue un petit peu différemment, mais ce n'est pas très grave. L'important, c'est que c'est très outillé, c'est très pragmatique, et chacun se met à la tâche dans des groupes de travaux pour pouvoir effectivement se projeter et voir quelle serait la proposition de valeur compatible avec l'environnement qu'il serait capable de faire. Alors bien évidemment, cette proposition de valeur va être très différente de celle qu'on produit actuellement. Mais en même temps, c'est toujours bien de voir l'écart. On va marcher sur 2 jambes. Hein. Il y a la jambe d'aujourd'hui qui finance justement cette capacité à transformer l'entreprise, et puis il y a la jambe de demain qu'on prépare et qu'on commence à affûter pour pouvoir être soutenable. Là, donc, je rentre dans le second sujet, celui du collectif de la CEC. Encore une fois, bon, à l'époque, au niveau national, c'est 150 sociétés, donc 300 dirigeants et planètes championnes. Ça fait déjà des beaux effectifs dans les réunions. En l'espèce, pour la CEC Ouest, nous serons 150, 200, puisque c'est 2 collaborateurs de 60 entreprises, et puis il y a quelques sessions, on est plusieurs. Mais du coup, ça fait vraiment un corps d'entreprises qui ont des préoccupations forcément diverses, hein, des fonctions, des origines. Elles servent des projets forcément différents. Mais c'est excessivement intéressant de partager et de croiser nos logiques, nos perceptions avec celles des autres. Donc, il y a des groupes il y a des plénières, on est donc 200 en situation à prendre de l'information descendante, et il y a des travaux qu'on appelle en camp de base. On va se retrouver avec une quinzaine d'individus, de territoires, l'espèce pour la CCOS, c'est forcément assez homogène, mais par contre d'activités, de métiers très différents.
Et vous allez travailler non seulement sur votre feuille de route, mais aussi sur celle de votre voisin, qui parfois est une boîte de com, qui parfois est une entreprise du digital, qui parfois est une entreprise agroalimentaire. Et c'est passionnant que d'aller phosphorer et, avec le mécanique qu'on nous donne, inventer avec eux leur propre modèle économique. Car dès lors qu'on est capable de proposer à ces personnes, à ces pairs, des solutions, on se rend compte qu'il est forcément aussi possible pour nous de proposer nos propres solutions et d'ailleurs de les faire challenger par ces pairs. Donc tout ça est passionnant d'échanges et de phosphorescence d'idées. Je dirais que ça rassure beaucoup le dirigeant à se dire, mais si moi je suis capable pour lui et qu'il est capable pour moi, c'est-à-dire que ce que j'ai proposé ici à mon degré de transformation, c'est parfaitement possible. Ça relève d'une même dynamique. Donc l'effet collectif, l'énergie qui existe dans ces sessions, encore une fois, vous n'êtes pas une succession d'individus les uns à côté des autres, vous êtes vraiment des collectifs très resserrés qui co-créent ces nouveaux modèles. Et puis, bien évidemment, on se rend vite compte que seul, on ne fera rien, quand même, on se transforme unitairement. Si la chaîne de valeur n'est pas transformée, eh bien, il manque beaucoup de maillons pour que ça fonctionne véritablement. Et dans ces échanges, ces interdépendances que vous allez avoir avec vos partenaires ou les participants à la CEC, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur qui se constitue aussi. Vous avez des futurs clients potentiellement, des futurs fournisseurs potentiellement qui sont autour de vous et qui vont être dans un même régime de réflexion, d'ajustement de leur offre de valeur pour que l'ensemble reste compatible avec ce qui reste soutenable sur cette planète. Donc, encore une fois, c'est un collectif très fort et qu'on entretient. Hein, et vous voyez, la CEC nationale a beau être terminée, notre collectif, aujourd'hui, continue à vivre. Et j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est vraiment très fréquent dans les collectifs, mais moi, j'ai trouvé un client dans mon collectif et avec qui, aujourd'hui, je mets en pratique et on teste ensemble en connaissance de cause, des difficultés et de l'audace que ça peut soulever, eh bien, ces modèles alternatifs qu'on a un peu rêvé, un peu imaginé ensemble, et même qu'on a co-construit ensemble dans ces moments. Donc ça, c'est le volet collectif CEC. Puis le troisième volet, qui est sans doute le plus important, je pense, et aussi peut-être le plus compliqué, c'est la restitution et l'embarquement de nos équipes quand on revient de ces expériences, encore une fois, transformantes et parfois même bouleversantes, qu'il faut en témoigner au sein de son COMEX, au sein de ses collaborateurs, et leur dire j'ai vu des choses, j'ai compris des choses, suivez-moi, on va y aller. Alors ça, c'est une démarche qui s'opère par étapes, donc il y a une forte obligation de... alors, c'est un modèle que vous percevez peut-être dans l'échange aussi qu'a fait Olivier. Je crois que la CEC, ça nous oblige à la fois une très forte sincérité, de reconnaissance de nos limites et de la compréhension parfois aussi de l'inadaptation de nos modèles. Il faut savoir parfois accepter de renoncer à des choses. Certains acteurs, certains intervenants nous disaient, c'est une phrase qui peut faire froid dans le dos, peut-être un peu pour vous, un peu forte, mais est-ce que j'ai encore le droit d'exister en tant qu'entreprise? Est-ce que maintenant que je sais tout ce que je sais, ce que je vois en termes de mes impacts, est-ce que je sers, est-ce que je dessers, est-ce que dans mon modèle actuel, j'ai encore le droit d'exister? Alors, bien évidemment qu'il faut, en tant qu'entrepreneur, il faut s'emparer du sujet, se dire qu'est-ce que je peux proposer à la société comme offre de valeur, à quoi je dois renoncer. Et du coup, il faut accepter d'avoir ces messages de vérité auprès de ses équipes. Donc, il y a beaucoup de relais, beaucoup d'informations, d'où l'intérêt d'avoir un planète championne et un dirigeant qui vont pouvoir passer à différents endroits, à différents moments les messages. Il faut aussi admettre, et je pense, encore une fois, Olivier illustre bien, l'obligation d'une vulnérabilité. On n'est pas puissant par rapport au sujet, au contraire, on est extrêmement fragile finalement, par rapport à notre situation actuelle lorsqu'on la regarde au filtre des enjeux environnementaux. Et donc, une très forte humilité doit nous animer au quotidien. C'est déjà sans doute le cas dans vos activités quotidiennes, mais par rapport à votre impact environnemental, il faut non seulement ouvrir les yeux, mais reconnaître. Et une fois que vous reconnaissez, une fois que vous avez compris, je pense que tout entrepreneur que vous êtes, vous allez pouvoir changer et créer ce modèle d'après avec tous les outils que la CEC a pu vous apporter. Donc ce modèle, il se co-construit en COMEX, donc on y intègre finalement tous les acteurs de la société, on crée un imaginaire commun, on se projette aller à 2030, pas trop loin, on se projette dans 10 ans, et on essaie de comprendre ce que la société doit servir, la raison d'être sociétale de l'entreprise. Et effectivement, ça va supposer que peut-être on se débarrasse, c'est toujours très compliqué, de certaines parts de l'activité actuelle, alors on a 10 ans pour le faire, et puis surtout qu'on a créé les conditions d'émergence des nouvelles activités et des nouveaux gisements de valeur qu'on y détecte, que l'on veut adresser.
Alors, ça se fait encore une fois avec des travaux où on est très accompagné par des coachs qui viennent nous permettre effectivement ces positionnements d'idées un peu plus lointaines. On crée des imaginaires, on crée des narratifs auxquels les gens adhèrent, parce que finalement, ce sont des, comme on dit souvent, des futurs désirables. Et finalement, ça ouvre enfin, ça débarrasse notre esprit des nuages du quotidien qui parfois nous disent mais où est-ce que l'on va et pourquoi y va-t-on? Là, pour le coup, on sait où on veut aller. On crée le plan B, comme je le dis souvent. Mais l'important, c'est que ça se fait en respect total du plan A, de l'activité actuelle. La logique n'est pas de dire du jour au lendemain, je passe, et d'ailleurs on ne peut pas, on est en système industriel, on est inertiel, on a des investissements, des immobilisations, des outils, bref, une mutation qui se fait en transition et pas en rupture, malheureusement, entre guillemets, mais il faut embarquer nos équipes en plein réalisme. Et donc, on a la vocation à travailler, à marcher sur deux jambes. Une jambe actuelle qui, encore une fois, continue dans ce modèle actuel parce que c'est ce qui nous fait réussir, c'est ce qui nous fait aujourd'hui aussi investir. Et puis, on prépare et on lutte progressivement vers la jambe droite. Quand la jambe gauche, elle fait son travail du quotidien. La jambe droite qui prépare le modèle d'après. Et ça se fait par petites touches progressives en embarquant de plus en plus nos équipes et en allant chercher aussi la chaîne de valeur des fournisseurs et des clients qui vont pouvoir créer des modèles économiques associés. Et encore une fois, si on a un tout beau modèle économique, aussi régénératif soit-il, s'il n'a pas son écosystème, il fera pas très longtemps. Donc, il est très important que on trouve des partenaires, des relais, tant en amont qu'en aval, pour pouvoir construire la chaîne de valeur qui va être homogène et cohérente par rapport à la démarche. Donc voilà, c'est un vrai travail de gouvernance finalement au sein de l'entreprise pour que chaque acteur s'empare du sujet avec humilité, avec vulnérabilité reconnue et avec la capacité à respecter les deux modèles. Il ne faut surtout pas qu'on revienne dans l'entreprise en opposition au modèle existant. C'est ce qui nous fait vivre, encore une fois, c'est plutôt, encore une fois, en capacité à lui dire ce modèle va muter, j'en prépare la mutation, et progressivement, les choses évoluent pour, dans un horizon 2030, être sur un modèle d'activité qui à la fois sert une société, qui me rend fier de participer au quotidien de mon entreprise, qui me permet de me lever le matin en sachant pourquoi j'y vais, et dans la vocation finale, finalement, encore une fois, d'être soutenable. Parce que comme tout industriel, ce qu'on cherche en priorité, c'est la pérennité. Et donc, de pouvoir, dans 20 ans, être encore là pour témoigner que nos activités servent le bien commun. Voilà ce que je pouvais vous dire à mon tour, et j'espère pouvoir aussi répondre à vos questions. N'hésitez pas dans la deuxième partie de l'intervention. Merci beaucoup, Emmanuel, pour votre présentation très intéressante. Du coup, nous allons passer à la deuxième partie. Si en ligne, vous avez des questions ou dans la salle. Du coup, pour Caroline ou pour Emmanuel. Allez-y. En quelques mots, c'est de savoir en fait quels sont les éléments factuels qui sont donnés quant à la situation aujourd'hui, voilà, qui touche à l'environnement, des perspectives qu'il peut y avoir, de pénurie de certains matériaux, de répercussions sur la faune, la flore, etc., pour avoir des bons éléments de constat et de projection de l'évolution de ces constats dans les 10-15 ans qui viennent, pour bien partager ça avec ces équipes, voilà, bien percevoir ces enjeux et fonction des activités, trouver les bons leviers de réflexion en fait au sein de l'entreprise. Merci. Oui, alors, comme on vous l'a dit, les intervenants sont d'un certain niveau. Enfin, c'est des gens très brillants qui viennent nous voir. On a eu Valérie Masson-Delmotte, représentante du GIEC pour la France, qui nous a fait 1h30 sur le climat. Quand on a pris 1h30 de cours sur le climat par Valérie Masson-Delmotte, on est calé sur les sujets du CO2. On sait où sont les tendances, où sont les valeurs. Donc, c'est chiffré, c'est maîtrisé. On peut vous donner en quelques mots. Aujourd'hui, il nous reste 700 gigatonnes à émettre avant de dépasser les 2 degrés d'augmentation de température. On émet au total 40 gigatonnes par an. On en absorbe 20 gigatonnes. Donc, il nous reste 35 ans pour arriver à neutralité carbone. Bref, toutes ces mécaniques arithmétiques, aujourd'hui, on les a en tête. Elles s'imposent à nous. En gros, c'est des éléments scientifiques assez simples de métrique. Voilà, on a vite ces repères. Et on comprend en tout cas qu'effectivement, on est face à des phénomènes physiques, on n'est pas face à des idéologies, face à des pressentiments, on est face à de la physique pure et dure. Et c'est ça qui fait qu'un entrepreneur, il dit, attendez, face à une réalité, moi, je m'adapte. Je suis incapable de réfuter une réalité. Au contraire, je travaille avec la réalité. Sur les sujets de ressources, eh bien, on nous parle effectivement de l'épuisement des minerais à horizon 2030, 2040, 2050. Il y a des minerais des criticités plus ou moins fortes. Bref, on se fait ce petit corpus nécessaire et franchement, en l'espace d'une session de 2 fois 8 heures, vous avez, par la qualité des intervenants, les livrables qui sont associés,
toutes les ressources, tout le documentaire, tout le corpus documentaire nécessaire pour le faire. D'ailleurs, on n'a peut-être pas dit, c'est intéressant, la CEC, c'est du présentiel, c'est de l'inter-session, mais c'est aussi énormément de ressources mis à disposition pour préparer les séances de présentiel. Donc, on va vous livrer tous ces rapports, toutes ces captures vidéo, ces bouquins à lire, etc., pour vous préparer un peu aussi le terrain un petit peu de connaissances, pour qu'en séance, vous soyez beaucoup plus réactif sur la prise de possession des sujets. Et puis, ça, c'est là, ce qu'on appelle chez nous les ressources, donc c'est ce qui alimente le participant avant d'arriver en session. Et puis, lorsqu'il a quitté la session, tout ce qui a été produit pendant la CEC, vous pouviez être absent, avoir une maladie, que sais-je, eh bien, on vous restitue ce qu'on appelle la synthèse. Et donc, toutes les interventions sont filmées, donc vous pouvez les reparcourir vous-même ou avec vos collaborateurs. Les livrables transmis en séance sont laissés à disposition des membres de la CEC. Donc, tout ce corpus d'informations, tant en amont que pendant, vous est restituable en aval. Et donc, vous pouvez retravailler dessus, vous n'avez pas à tout retenir du premier coup, vous y revenez régulièrement, ce qui fait qu'effectivement, il y a un vrai travail de fond qui est offert. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà, tout le corpus documentaire est très, très alimenté. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Moi, je vous vois, vous ne me voyez pas. C'est pas grave. J'ai une question. En fait, est-ce qu'il y a un travail de fait sur le futur désirable? Je m'explique qu'aujourd'hui, on demande aux gens de faire des efforts, mais je vais faire des efforts juste pour maintenir la situation d'aujourd'hui, pour la dégrader, pour mettre en action. Est-ce qu'il y a un travail sur la mission de l'humanité aujourd'hui qui ferait que le futur serait encore mieux qu'aujourd'hui? Absolument. C'est la pierre, c'est la première pierre de la démarche. Ce qu'on appelle la raison d'être sociétale dans la culture CEC. Donc là, vous allez avoir des intervenants qui vont vous expliquer l'évolution de la raison d'être dans l'histoire des entreprises. C'est passionnant. Vous allez voir qu'une raison d'être de l'économie capitaliste d'aujourd'hui, c'est pas la raison d'être du 19e siècle, lorsqu'elle a été plutôt orientée par les choix des dirigeants des pays qui décidaient d'avoir une compagnie du sel, une compagnie du lin, une compagnie de l'acier. Donc, la raison d'être d'une société, ça se construit en fonction des contextes. Et effectivement, comme vous le dites aujourd'hui, notre raison d'être sociétale, que je distingue bien de la raison d'être habituelle d'une entreprise qui finalement cherche son optimisation de valeur par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Et finalement, elle s'adresse à satisfaire d'abord l'actionnaire principal de l'entreprise, hein, c'est ça le régime actuel. Hein. Bien effectivement, on bascule vers la logique de servir un bien commun, soutenable, attendu, et donc pour le coup désirable pour la société comme pour ceux qui travaillent dans cette société. Et donc, on nous donne tous ces clés, tous ces codes pour réinterroger cette raison d'être. Donc, là encore, c'est assez étonnant, mais on a un outil qui nous est proposé pour se poser les bonnes questions de ce que l'on veut être. Et derrière quoi, la vraie question, c'est ce qu'on ne veut plus être. Ce qu'on est prêt, encore une fois, ce à quoi on est prêt à renoncer. Et c'est tout aussi important, peut-être même plus important de savoir renoncer que de savoir ce que l'on veut être demain. Voilà. Donc, c'est un vrai travail de fond, là aussi, qui est proposé. Et c'est intervenu au début de la seconde session. Donc, c'est vraiment après qu'on a pris le constat, ce qu'on appelle nous la gifle environnementale. Bon, là, on part de ça avec à la fois une bonne documentation, mais aussi une bonne émotion. Je peux dire que dans les travaux, parfois, il y avait des yeux mouillés, hein, très clairement. Mais une fois qu'on part de ça, effectivement, on nous dit le départ, c'est qu'est-ce que vous devez, et pas forcément qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous devez servir. Voilà. Et ça on doit l'adresser. C'est la pierre angulaire, on doit l'adresser. Ensuite, on verra effectivement comment on le sert. Mais c'est un travail de fond, et ce travail, vous pouvez, bien évidemment, et vous devez bien évidemment l'opérer après en revenant chez vous, dans vos COMEX, avec vos collaborateurs, pour que vous uniformisiez la lecture de ce futur désirable. Merci. Est-ce que quelqu'un a une autre question? On va faire une tour. On voit peut-être un peu. La question est par rapport justement aux difficultés rencontrées. Quelles ont été les difficultés rencontrées que vous avez rencontrées dans votre entreprise, et comment vous les avez surmontées? Alors, merci, je vois bien. Effectivement, je l'ai un petit peu énoncé, mais pas forcément comme une difficulté, mais rappelez-vous, j'ai beaucoup insisté sur la logique de vulnérabilité. C'est-à-dire que si on arrive de la CEC en disant c'est bon, je sais tout, suivez-moi, il n'y a plus qu'à, on se heurte à la réalité du quotidien, on nous dit c'est
C'est un utopiste, un uluberlu, et laissez tranquille, on a mieux à faire, on a nos clients, nos carnets de commandes, et donc c'est pas le sujet. Donc la vraie question, c'est effectivement de venir, aller. En fait, finalement, vous l'avez compris, la CEC, c'est l'opportunité pour un dirigeant d'être touché. Alors si vous acceptez effectivement d'accueillir au fond de vous, votre fort intérieur, quelque chose qui va vous transformer, parce que c'est le moment, je pense, de se transformer, alors effectivement, il faut en témoigner à l'extérieur. C'est ce que je fais avec vous aujourd'hui. Mais c'est ce que j'ai fait avec notre COMEX, en complète humilité et vulnérabilité. Et d'ailleurs, je leur ai demandé, un certain nombre d'entre eux sont venus après avec moi en CEC pour ressentir à la fois cette énergie collective, puis aussi cette obligation de se re-questionner fondamentalement au fond de nous, de ce que l'on fait au quotidien. Donc, c'est pas un exercice intellectuel, c'est d'abord un exercice émotionnel. Et après, l'intellect se met vite en marche, parce qu'on est des entrepreneurs et qu'on aime bien effectivement trouver les actions qui vont en découler. Voilà, donc le vrai verrou ou la vraie clé d'entrée, c'est de pouvoir témoigner de la transformation intérieure qui s'opère à la CEC lorsqu'on revient dans l'entreprise. Ça donne envie à ceux qui sont dans cette entreprise de faire ce parcours intérieur. Et c'est en fait ce qu'on vous propose, c'est ce que disait Olivier. Je pense qu'il y a des organisations, il y a des sollicitations qui nous font réfléchir par différents biais à ces transformations d'entreprise à plein d'endroits. Ce qui caractérise véritablement, je crois, la CEC, ce qui a fait son succès finalement, c'est qu'elle était d'abord touchée l'être humain, puis le dirigeant, puis l'entreprise. Et voilà, là-dessus, ils sont très forts. Alors pour le coup, moi, je venais encore une fois régler mes petits potards de RSE gentiment pour dire, tiens, comment faire un peu mieux, un peu moins mal. Et puis finalement, ils m'ont dit, non, non, mais faut que tu arrêtes, il faut que tu fasses bien. Et là, ça chahute. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Parce qu'après, c'est des questions d'organisation, de gouvernance, on y arrive toujours. Vous savez, les transformations, le changement d'entreprise, on en a toujours fait, enfin toujours. Mais là, c'est un changement qui d'abord part du dirigeant, qui d'abord part du fort intérieur du dirigeant. Et après, le dirigeant, par son leadership, il va embarquer, il fera suivre. Et il va faire participer son collectif à la définition de cette vision de ce que l'on peut être dans 10 ans et qui reste désirable le matin quand on se lève. Ça, il y arrivera tout le temps. Mais si lui ne montre pas je dirais qu'il est, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, obligé de se transformer, et ben, ça va être plus compliqué, effectivement, à accueillir dans un monde qui, au quotidien, nous empêche un peu de voir ces mutations. C'est pour ça que la CEC, c'est extraordinaire pour un dirigeant. Moi, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'endroits où vous aurez cette occasion de vous transformer aussi profondément, intérieurement, et d'en faire profiter après vos équipes. Merci. Est-ce que il y a des questions? Du coup, moi, je voudrais savoir, est-ce que vous y êtes allé avec votre patron? Parce que du coup, vous êtes directeur d'innovation, c'est ça? Et vous y étiez avec votre PDG, j'imagine? Enfin, Ouais, ça fonctionne. vous avez raison, c'est une très bonne question. Vous avez compris qu'il y a un binôme, Planet Champion, dirigeant, vraiment, qui mène de front à les 6 étapes. Alors moi, je suis entre guillemets le Planet Champion du groupe Brillant par ma fonction. Mon dirigeant, Gilles Brillant. Quand je lui ai présenté la CEC, il m'a dit, oh là là, 8 sessions, 7 jours, moi je m'agenda de ministre, c'est pas possible. Vas-y, reporte-nous, on verra bien ce qu'on en fait. C'est encore un truc de coaching, machin et tout, on verra bien ce qu'on pourra en tirer, c'est pas sûr que ça me serve véritablement. Allez, vas-y en explorateur et rapporte-nous. Et puis il s'est vite rendu compte quand je revenais, que je témoignais, il dit, attends, mais oui, ça a l'air assez sérieux ton histoire, c'est-à-dire d'être assez bouleversant même pour ce que tu nous racontes, ce que tu nous évoques, la façon dont tu nous l'évoques. Je veux aller voir. Et donc, effectivement, il est venu avec moi, alors qu'il ne pensait pas se greffer au sujet. Il est venu avec moi sur les sessions suivantes pour se rendre compte de l'intérieur de tout ce que je lui témoignais. Et il a compris effectivement la force de transformation que ça opérait. Il n'a pas assisté à toutes les sessions et aujourd'hui, il s'en mord les doigts. Aujourd'hui, alors, certes, je lui ai fait un feedback, un reporting serré de tout ce qui se passait et on a une relation qui nous permet effectivement d'être très, très directe et très dans l'échange. Mais il y a une vraie frustration aujourd'hui pour lui de ne pas avoir été assez vite dans sa transformation. Il a malgré tout aujourd'hui accès à tous les outils de la CEC, donc il s'en est emparé. Notre COMEX resserré s'en est également emparé. On est 8 dans notre COMEX et
je dirais que mes 7 collègues de COMEX aujourd'hui, il a fallu, bon, en gros, ils avaient 6 mois d'écart par rapport à ce que je leur amenais, hein. Il a fallu à chaque fois que je restitue, qu'ils reviennent vers moi, qu'on affine, qu'on approfondisse. Certains outils que j'ai pratiqués en CEC, je les ai fait pratiquer complètement en COMEX. On se faisait des sessions de 4 heures. Et par exemple, sur l'outil de Christophe Sampels, que vous avez évoqué, Olivier Coco, Olivier Croix, on a complètement refait le travail, hein, au sein du COMEX. Et j'ai guidé du coup ce travail comme Christophe Sampels nous le guidait en CEC. Donc c'est parfaitement transposable. Mais moi, en fait, finalement, je vais témoigner finalement de l'erreur de notre dirigeant de ne pas être allé par lui-même. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, ils s'en mord les doigts, encore une fois. Mais c'est comme ça. Quand un train passe, il faut savoir le prendre. Sinon, il part. Là, en l'espèce, par mon biais, il a réussi finalement à rapprocher les wagons. Moi, je vous engage vraiment, vous, en tant que dirigeant, à y aller, à mettre le Planet Champion qui sera votre relais de reporting au sein de vos équipes. Et puis aussi, vous allez voir, encore une fois, on prend des claques, on se pose des questions, on a toujours d'intérêt échanger, de comprendre si ce qu'on a compris, c'est bien ça, ou si on peut aller jusque-là, est-ce que c'est vraiment jouable. Enfin, l'échange entre collègues d'une même entreprise au sein du collectif de CEC, c'est aussi nécessaire pour conforter ses visions et ses perceptions. On a un peu dépassé le timing du podcast, donc on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup Emmanuel et Caroline pour vos interventions. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce webcafé. Pour les prochains rendez-vous du pôle MC2, je vous invite à aller voir l'agenda sur notre site. Et si vous avez envie, j'imagine, de poursuivre les échanges, Caroline et Emmanuel, on peut peut-être vous mettre en contact avec les personnes qui auront envie d'échanger plus sur la CEC West et sur votre expérience. Et voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne journée. Et voilà. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.